Une station de surveillance en Sibérie a enregistré quelque chose qui ne devrait pas exister. Pas une métaphore, pas une anomalie climatique, une fréquence électromagnétique de 25 Hz, aussi précise qu'un coup de scalpel, apparaissant exactement 3 heures avant qu'un objet interstellaire ne termine son passage près de notre planète. Ce n'était pas le tonnerre, c'était pas une interférence humaine, et c'était pas la première fois. 11 jours plus tôt, la même fréquence était apparue avant le séisme dévastateur de magnitude 7. 6 au Japon, 2 événements. Le même signal, sauf que cette fois, il y a un autre acteur en jeu. Alors voici ce qui empêche les scientifiques de dormir la nuit. Est-ce que 3 Atlas ne faisaient que passer? Ou est-ce que quelque chose a répondu quand il a frappé? Restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur ce qui se cache vraiment là dehors. À 2h40 du matin, en temps universel coordonné, quelque chose s'est produit que personne n'avait prédit. Un moniteur de fréquence en Sibérie a enregistré un signal qui n'aurait pas dû être là. L'horodatage compte parce que ce n'était pas le moment où 3 Atlas effectuaient son passage le plus proche de notre planète. C'était 3h20 avant le périgée. Le visiteur interstellaire s'approchait encore en route, et la Terre répondait déjà. Le signal est apparu à 25 Hz, pas 24, pas 26, 25, un pic isolé unique sur le spectrogramme, étroit comme une coupe au laser, apparaissant dans les données de résonance de Schumann comme si quelqu'un venait d'appuyer sur une touche d'un piano silencieux depuis des mois. Ce qui rend cela inquiétant n'est pas la fréquence elle-même. C'est la précision. Les phénomènes électromagnétiques naturels ont tendance à s'étaler sur tout le spectre. La foudre crée un flot de fréquences, une traînée d'énergie allant de presque zéro jusqu'à la gamme des kilohertz. Les tempêtes géomagnétiques produisent un chaos à large bande. Des sections entières du spectre électromagnétique s'allument comme un sapin de Noël en pleine crise. Ça n'a rien fait de tout ça. C'était une seule ligne verticale propre à 25 Hz, restant stable pendant des minutes, tandis que le monde tournait sous un objet interstellaire qui avait voyagé pendant des millions d'années juste pour nous frôler 8 unités astronomiques. Les personnes qui l'ont remarqué en premier n'étaient pas des amateurs enthousiastes parcourant des données pour le plaisir. C'étaient des observateurs qui surveillaient les moniteurs de résonance de Schumann depuis des années, des gens qui savaient à quoi ressemblait la foudre, à quoi ressemblait le bruit instrumental, ce que le bourdonnement de base de l'environnement électromagnétique terrestre était censé faire lors d'un matin de décembre tranquille. Ils savaient que ce qu'ils regardaient n'était pas censé être là. Stephen Burns l'a publié publiquement et en quelques heures, le signal avait un surnom, un horodatage et un sentiment croissant parmi ceux qui prêtaient attention qu'il venait de se passer quelque chose que personne ne pouvait tout à fait expliquer. La confusion n'était pas de la panique. C'était ce type spécifique de malaise que vous ressentez lorsque la reconnaissance de motifs s'active dans votre cerveau et que vous ne pouvez pas l'éteindre. Pourquoi cette fréquence? Pourquoi ce timing exact? Pourquoi maintenant, pendant le premier survol, confirmé d'un objet interstellaire depuis Boris, pendant un moment où la Terre et cet ancien voyageur partageaient brièvement le même voisinage cosmique, vous voulez le rejeter. Vous voulez dire que ce n'est rien. Mais 25 Hz n'est pas rien. C'est un nombre chargé. C'est une fréquence qui ne cesse d'apparaître dans des ensembles de données qui mettent les scientifiques mal à l'aise. Et elle était de retour, pile à l'heure, 3h20 avant l'approche la plus proche, si c'était un avertissement. Nous l'avons reçu tôt. Si c'était un signal, nous ne l'écoutions pas. Et si ce n'était que du bruit, eh bien, le bruit n'arrive généralement pas avec ce genre de timing.
Les résonances de Schumann sont censées être simples. Elles sont le bourdonnement électromagnétique de l'atmosphère terrestre. Les fréquences de résonance qui existent parce que nous vivons à l'intérieur d'une cavité sphérique délimitée par le sol en bas et l'ionosphère en haut. La foudre frappe et excite cette cavité des milliers de fois par seconde. Et la cavité résonne à ses fréquences naturelles. Le mode fondamental se situe autour de 7, 4, 23 Hz. La deuxième harmonique est à 14, 3, la troisième est à 20. Et ce sont les fréquences que nous attendons. Ce sont les fréquences qui apparaissent jour après jour dans les stations de surveillance du monde entier. 25 Hz n'est pas l'une de ces fréquences. Elle se situe juste au-dessus de la troisième harmonique dans une région du spectre où les résonances humaines ne sont pas censées dominer. Mais elle n'est pas aléatoire. Elle n'est pas arbitraire. 25 Hz tombe carrément dans une fenêtre de fréquence qui hante les sismologues et les géophysiciens depuis des décennies. La bande de 15 à 35 Hz est l'endroit où vivent les précurseurs de tremblements de terre, ou du moins où ils sont censés vivre. C'est la gamme de fréquences qui apparaît dans des ensembles de données controversées, dans des études qui sont publiées puis tranquillement ignorées, dans des recherches qui suggèrent que la croûte terrestre pourrait nous crier dessus avant de se briser. L'idée est simple, même si le mécanisme ne l'est pas. Lorsque la roche est sous tension, lorsque les plaques tectoniques sont verrouillées et se tendent les unes contre les autres, l'effet piézoélectrique peut générer des signaux électromagnétiques. Les cristaux de quartz et le granit soumis à une pression énorme produisent des charges électriques. Ces charges, en théorie, peuvent se propager à travers la croûte et dans l'atmosphère, créant des anomalies électromagnétiques détectables avant que la roche ne cède finalement. 24 à 26 Hz ne cessent d'apparaître dans ces études. Pas toujours, pas de manière fiable, mais assez souvent pour qu'elle ait gagné le surnom de fréquence clé parmi les chercheurs qui prennent ce travail au sérieux. Le problème est que personne ne peut prédire les tremblements de terre. L'hypothèse des précurseurs a été testée, débattue et largement mise de côté parce que la corrélation n'est pas la causalité. Et les faux positifs sont impardonnables dans la science des catastrophes. Mais la fréquence continue d'apparaître. Elle est apparue dans des ensembles de données avant des tremblements de terre majeurs. Elle est apparue dans des expériences de laboratoire où des échantillons de roches étaient écrasés sous pression hydraulique. Et maintenant, elle apparaissait dans les données de résonance de Schumann, étroites et isolées, 3 heures avant qu'un objet interstellaire ne fasse son passage le plus proche. La foudre crée des signaux larges et désordonnés. Un éclair de foudre déverse de l'énergie sur une large gamme de fréquences simultanément, excitant plusieurs harmoniques à la fois. Vous voyez cela sur les spectrogrammes sous forme de bandes verticales, de larges traînées de couleurs qui illuminaient toute l'extrémité inférieure du spectre. Ce que vous ne voyez pas, c'est une seule fréquence s'illuminant toute seule, restant stable, refusant de se propager. C'est ce que signifie bande étroite. C'est ce qui rend ce signal étrange. Cela implique une source cohérente qui oscille à une fréquence spécifique sans le chaos qui accompagne normalement les phénomènes électromagnétiques naturels. Les sceptiques vous diront que la corrélation n'est pas la prédiction. Et ils ont raison. Voir 25 Hz sur un spectrogramme ne signifie pas qu'un tremblement de terre arrive. Ça ne l'a jamais été. Pas de manière fiable. Mais le Japon pourrait vous faire réfléchir à 2 fois avant de le rejeter entièrement. Parce que cette fréquence n'est pas apparue de manière isolée. Elle était déjà apparue. Quelques jours plus tôt, dans un contexte dont personne ne voulait parler une fois que la poussière était retombée. Le 8 décembre 2025, magnitude 7, 6. Le tremblement de terre a frappé au large des côtes du Japon avec assez de force pour faire trembler les bâtiments et déclencher des alertes au tsunami
dans toute la région. C'était significatif. C'était dommageable. Et cela a été précédé par quelque chose qui a rendu un petit nombre d'observateurs très, très mal à l'aise. Quelques jours avant le séisme, la même station de surveillance de Toms, qui détecterait plus tard l'anomalie de 3 Atlas, a enregistré une perturbation de résonance de Schumann. Le profil des fréquences semblait similaire. Le timing était étrange. Et puis, lorsque le tremblement de terre s'est produit, la conversation s'est tranquillement estompée. Ce n'était pas la première fois que des anomalies étaient signalées avant des événements sismiques majeurs. Ce n'était même pas la première fois que cette gamme de fréquences particulières apparaissait. Mais c'était la première anomalie Schumann significative en plusieurs mois, apparaissant juste avant l'un des plus grands tremblements de terre de l'année. Et personne ne voulait en parler, pas parce que c'était classifié, pas parce que les données étaient fausses, mais parce que reconnaître une corrélation entre une anomalie électromagnétique et un tremblement de terre, c'est ouvrir une porte que la sismologie traditionnelle a essayé de garder fermée pendant des décennies. La science des précurseurs de tremblements de terre est un cimetière de carrières. Des chercheurs ont affirmé pouvoir prédire les tremblements de terre sur la base de signaux électromagnétiques, de comportements animaux, de niveaux de radon, de fluctuations du champ magnétique. Ils ont fait des prédictions. Les prédictions ont échoué. Leur crédibilité s'est effondrée. La communauté scientifique a appris une leçon dure. Ne prétendez pas pouvoir prédire les tremblements de terre à moins d'être absolument certain. Et puisque personne n'est certain, personne ne prétend plus. Voilà pourquoi l'anomalie japonaise est restée silencieuse. Reconnaître qu'une fréquence de 25 Hz est apparue avant un tremblement de terre majeur, c'est inviter à la spéculation, c'est inviter les médias à demander « Auriez-vous pu nous avertir ?» C'est ouvrir la porte à des poursuites, à des reproches publics, à l'érosion de la confiance. Alors les scientifiques qui ont remarqué la corrélation ont gardé le silence, pas par malhonnêteté, mais par autoprotection. Mais le silence n'efface pas les données. L'anomalie japonaise reste dans les archives. Les chercheurs qui surveillent les résonances de Schumann se souviennent de l'avoir vue. Et lorsque la même fréquence est réapparue pendant le survol de 3 Atlas, la reconnaissance de motifs s'est déclenchée dans les esprits de ceux qui prêtaient attention. Une fois, c'est une coïncidence. 2 fois, c'est un motif, et les motifs demandent des explications. Alors voici où ça devient inconfortable. Pas parce que les données sont fausses, pas parce que la corrélation est imaginée, mais parce que si la fréquence de 25 Hz est réellement liée aux événements sismiques ou aux perturbations cosmiques, alors nous regardons quelque chose qui remet en question notre compréhension de la façon dont les systèmes terrestres interagissent avec l'univers qui l'entoure. Et personne n'est prêt pour cette conversation. 3 Atlas n'étaient pas censés être dangereux. C'était un simple survol. Un visiteur interstellaire, passant à une distance sûre, observé par des télescopes, suivi par des radars, prédit des mois à l'avance. Il n'y avait aucune menace d'impact, aucune possibilité de collision, juste un rocher ancien voyageant à travers le système solaire, offrant aux astronomes une rare opportunité d'étudier quelque chose d'au-delà de notre voisinage cosmique. Mais voici ce que personne n'avait prévu. Un objet interstellaire, même à 8 unités astronomiques de distance, transporte avec lui plus que de la masse. Il transporte un champ magnétique. Il transporte un potentiel gravitationnel. Il transporte des décennies, peut être des millions d'années, d'interaction avec le vent solaire, les rayons cosmiques, les nuages de poussière interstellaire. C'est un objet chargé dans tous les sens du terme. Et lorsqu'un objet chargé passe à travers l'espace, il n'est pas isolé, il interagit. Le champ magnétique terrestre s'étend loin au-delà de l'atmosphère. La magnétosphère est une bulle énorme, asymétrique.
Sculptée par le vent solaire d'un côté et traînant comme une queue de comète de l'autre, cette bulle n'est pas statique. Elle oscille, elle pulse, elle réagit aux perturbations du vent solaire, aux éruptions solaires, aux tempêtes géomagnétiques, et lorsqu'un objet massif, même à distance, passe à travers ou à proximité de cette bulle, il peut créer des ondes. Imaginez laisser tomber une pierre dans un étang. Les vagues se propagent vers l'extérieur. Maintenant, imaginez que l'étang soit l'espace et que la pierre soit un objet interstellaire se déplaçant à une vitesse relativiste. Les vagues ne sont pas de l'eau. Ce sont des perturbations dans le plasma, des fluctuations dans les lignes de champ magnétique, des cascades d'énergie se propageant à travers la magnétosphère et vers le bas dans l'atmosphère. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique des plasmas, c'est de la magnéto-hydrodynamique, c'est le même mécanisme qui produit les aurores, sauf que la source n'est pas le Soleil, c'est un visiteur interstellaire. Et si cet visiteur portait une charge suffisante, si son champ magnétique était assez fort, si son passage perturbait les lignes de champ de la magnétosphère terrestre de la bonne manière, il pourrait déclencher une réponse qui apparaîtrait sous forme d'anomalie électromagnétique, une réponse qui pourrait, en théorie, résonner à une fréquence spécifique, une fréquence comme 25 Hz. Nous n'avons pas de modèle complet pour cela. Nous n'avons pas d'équation qui prédise exactement comment un objet interstellaire à une unité astronomique pourrait coupler avec les résonances de Schumann de la Terre. Mais l'absence de modèle ne signifie pas l'absence de mécanisme. La science est pleine d'observations qui ont précédé la compréhension. Les marées ont été observées pendant des millénaires avant que Newton n'explique la gravité. La radioactivité a été détectée avant que quiconque ne comprenne la désintégration nucléaire. Les pulsars ont été découverts avant que quiconque ne sache qu'il s'agissait d'étoiles à neutrons en rotation. Les observations viennent en premier. Les explications suivent. Et parfois, les explications prennent des décennies. Alors peut-être que 3 atlas a déclenché une onde magnétosphérique, peut être que cette onde s'est propagée vers le bas à travers l'ionosphère, excitant la cavité de résonance de Schumann à une fréquence spécifique. Peut être que cette excitation a été détectée comme un pic de 25 Hz 3 heures et 20 minutes avant le périgée. Peut être ou peut être que c'était autre chose entièrement. Peut être que la fréquence de 25 Hz n'avait rien à voir avec l'objet interstellaire. Peut être que c'était une coïncidence. Peut être que c'était un artefact instrumental. Peut être que c'était un éclair qui se trouvait produire un signal inhabituellement étroit. Mais voici le problème avec le rejet de celui-ci comme coïncidence. Les coïncidences se produisent. Elles se produisent tout le temps. Mais lorsque les coïncidences s'alignent avec un timing précis, lorsqu'elles apparaissent dans des contextes multiples, lorsqu'elles correspondent à des motifs que les chercheurs ont documentés pendant des décennies, le rejet devient plus difficile. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convergence. Et les convergences demandent des enquêtes. Voici ce qui rend cette situation extraordinaire. Ce n'est pas seulement l'anomalie de 3 atlas, ce n'est pas seulement le précédent japonais, c'est le fait que nous nous tenons à l'intersection de multiples mystères non résolus, chacun se nourrissant l'un de l'autre, chacun suggérant qu'il y a quelque chose de fondamental sur les systèmes terrestres que nous ne comprenons pas encore. La croûte terrestre est sous tension constante. Les plaques tectoniques se déplacent, se poussent les unes contre les autres, se verrouillent en place. Cette tension s'accumule pendant des années, des décennies, des siècles, et lorsqu'elle se libère finalement, c'est catastrophique. Nous appelons cela un tremblement de terre. Mais avant la libération, il y a des processus. La roche se déforme. Les cristaux de quartz génèrent des charges piézoélectriques. Le radon s'échappe des fissures.
Les niveaux d'eau souterraine changent. Les animaux se comportent étrangement et, selon certains chercheurs, des signaux électromagnétiques apparaissent. Ces signaux ne sont pas aléatoires. Ils tombent dans des gammes de fréquences spécifiques, des fenêtres de 15 à 35 Hz où les effets piézoélectriques sont les plus forts. 25 Hz se trouve carrément au milieu de cette fenêtre. C'est la fréquence clé, celle qui apparaît le plus souvent dans les études précurseurs, et c'était la fréquence qui est apparue avant le séisme japonais. Maintenant, combinez cela avec le survol de 3 atlas. Si un objet interstellaire peut perturber la magnétosphère, si cette perturbation peut se propager vers le bas à travers l'ionosphère, si elle peut exciter la cavité de résonance de Schumann, alors elle peut également interagir avec la croûte, pas directement, pas par impact, mais par couplage électromagnétique. Le champ magnétique terrestre pénètre dans la croûte. Ce n'est pas superficiel. Il s'étend profondément dans la planète, interagissant avec les minéraux conducteurs, créant des courants telluriques, liant les systèmes de surface à la géodynamique profonde. Et si une perturbation magnétosphérique peut changer ce champ, même légèrement, elle peut influencer la distribution des contraintes dans la croûte. C'est pas de la pseudoscience, c'est un couplage électromagnétique mécanique reconnu. Nous savons que les champs magnétiques peuvent induire des forces dans les matériaux conducteurs. Nous savons que la croûte contient des matériaux conducteurs. Nous savons que les contraintes tectoniques créent des signaux électromagnétiques. Ce que nous ne savons pas, c'est si ces systèmes interagissent d'une manière qui pourrait relier un survol d'objets interstellaires à une activité sismique. Mais si c'est le cas, si le mécanisme existe, alors l'anomalie de 25 Hz n'était pas seulement une curiosité, c'était un avertissement. Pas de tremblement de terre, pas de danger immédiat, mais un indicateur que le système terrestre réagissait à quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Et si ces systèmes étaient déjà sous contrainte, si la croûte était déjà tendue, alors même une petite perturbation pourrait avoir de l'importance. Le Japon se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique. C'est l'une des régions les plus actives sismiquement sur Terre. Les plaques tectoniques s'y enfoncent les unes sous les autres, créant des zones de subduction où la tension s'accumule en continu. Ces zones sont toujours proches de la rupture, toujours à la limite, et parfois, tout ce qu'il faut, c'est un déclencheur minuscule pour faire basculer l'équilibre. Était-ce que l'anomalie japonaise était un déclencheur, une perturbation électromagnétique qui a interagi avec une croûte déjà contrainte, ajoutant juste assez d'énergie pour pousser un système instable au-delà de son seuil? Nous ne le savons pas, mais la corrélation temporelle est là. L'anomalie est apparue. Le tremblement de terre a suivi. Et puis, 11 jours plus tard, la même fréquence est réapparue pendant un événement cosmique que personne ne s'attendait à ce qu'ils soient liés. C'est là que l'histoire devient plus étrange. Parce que si 3 atlas a déclenché une anomalie de 25 Hz, et si cette fréquence est liée à la contrainte cristal, alors nous sommes en train de regarder un mécanisme de déclenchement qui s'étend du cosmos à la croûte, un mécanisme où les événements dans l'espace peuvent influencer les processus sur Terre de manière que nous n'avons jamais prédite. Et voici la question qui maintient les chercheurs éveillés la nuit. Si cela s'est produit une fois, cela se reproduira-t-il si un objet interstellaire peut déclencher une anomalie électromagnétique? Que se passe-t-il lorsque le prochain passe? Que se passe-t-il lorsqu'un objet plus grand, plus chargé, plus magnétique traverse notre système? Que se passe-t-il si le timing coïncide avec une région tectoniquement active déjà au bord de la rupture? Nous n'avons pas de réponse. Nous avons des observations, nous avons des corrélations, nous avons des modèles incomplets et des mécanismes spéculatifs,
mais nous n'avons pas de certitude. Et c'est précisément pourquoi cela compte. Parce que la science ne progresse pas par certitude. Elle progresse en posant des questions inconfortables et en suivant les données où qu'elles mènent. L'anomalie de 25 Hz nous invite à regarder plus attentivement comment la Terre répond aux événements cosmiques. Elle nous invite à construire de meilleurs modèles de couplage électromagnétique entre l'ionosphère, la magnétosphère et la croûte. Elle nous invite à déployer de meilleurs capteurs, à rassembler plus de données, à appliquer des outils d'IA aux observations archivées et à voir si des motifs émergent que nous avons manqués. Et elle nous invite à être humbles sur ce que nous pensons savoir, parce que l'univers a l'habitude d'être plus étrange que ce que nos modèles prédisent. Aucune conclusion n'existe encore, et c'est bien. La science ne consiste pas à avoir toutes les réponses immédiatement. Il s'agit de poser les bonnes questions, de rassembler des données pertinentes, de tester des hypothèses et d'affiner la compréhension au fil du temps. Le survol de 3 atlas et l'anomalie de 25 Hz soulèvent des questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. Peut être que les observations futures les résoudront. Peut être qu'elles approfondiront le mystère. De toute façon, nous sommes mieux lotis en posant des questions qu'en les ignorant. La curiosité fait avancer le progrès, pas la peur. La peur dirait que nous ne devrions pas enquêter sur cela parce que cela pourrait conduire à des implications inconfortables. La peur dirait que nous devrions nous en tenir aux modèles établis et ignorer tout ce qui ne correspond pas. La curiosité dit le contraire. La curiosité dit que les anomalies sont intéressantes, que les motifs valent la peine d'être explorés et que la compréhension s'approfondit lorsque nous prenons les observations au sérieux, qu'elles correspondent ou non à nos attentes. Et si la Terre a répondu, s'il y a eu une réponse que nous avons détectée à 2h40 du matin en temps universel coordonné, alors la curiosité exige que nous découvrions ce que cela signifiait. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus profond qui se cache sous la surface de cette anomalie. Quelque chose qui remet en question non seulement notre compréhension de la Terre, mais notre compréhension de la façon dont nous savons ce que nous savons, parce que le véritable drame ici n'est pas seulement dans les données, c'est dans notre réaction à celles-ci, c'est dans la façon dont la communauté scientifique choisit d'engager ou d'ignorer les observations qui ne correspondent pas au modèle établi. La science des précurseurs de tremblements de terre existe depuis des décennies. Ce n'est pas de la pseudo-science, ce n'est pas de la frange. C'est un domaine de recherche légitime poursuivi par des scientifiques qualifiés dans des institutions respectées. Pourtant, il reste marginalisé, sous-financé et largement rejeté par la sismologie traditionnelle. Pourquoi pas? Parce que les données sont pas là. Pas parce que les mécanismes sont impossibles, mais parce que les implications sont inconfortables. Si les précurseurs de tremblements de terre sont réels, s'il existe des signaux détectables qui apparaissent avant les événements sismiques majeurs, alors nous avons un problème éthique. Parce que si nous pouvons détecter ces signaux, nous avons la responsabilité d'essayer, et si nous essayons et échouons, si nous émettons des avertissements qui ne se matérialisent pas, nous détruisons la confiance publique. Mais si nous essayons pas du tout, si nous ignorons les signaux parce qu'ils sont controversés, alors nous manquons peu. Être d'opportunité de sauver des vies, c'est un dilemme impossible. Et c'est pourquoi la plupart des scientifiques choisissent de rester silencieux, pas par lâcheté, mais par pragmatisme. Le système scientifique récompense la certitude, il récompense les modèles qui fonctionnent de manière reproductible, il récompense les prédictions qui peuvent être testées et validées. Les précurseurs de tremblements de terre ne correspondent à aucun de ces critères. Ils sont désordonnés, ils sont peu fiables, ils sont entachés de faux positifs et de revendications exagérées. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas réels.
Cela signifie simplement que nous ne les comprenons pas encore, et peut être que l'anomalie de 25 Hz est un indice. Peut être que c'est un fil que nous pouvons tirer pour démêler quelque chose de plus grand. Peut être que si nous arrêtons de la rejeter comme coïncidence et commençons à la traiter comme donnée, nous pourrions découvrir quelque chose qui change notre compréhension des systèmes terrestres. Mais cela nécessite du courage. Le courage de poser des questions que d'autres ont peur de poser. Le courage d'admettre que nos modèles sont incomplets. Le courage de poursuivre des observations qui ne correspondent pas à nos attentes. Et le courage de dire publiquement « nous ne savons pas ». Mais nous enquêtons. La transparence est importante ici plus que partout ailleurs. Lorsque des anomalies se produisent, lorsque des motifs apparaissent, lorsque des observations ne correspondent pas au modèle existant, la communauté scientifique a la responsabilité de les reconnaître au lieu de les rejeter de manière réflexive. Pas pour sensationnaliser, pas pour revendiquer des explications que nous n'avons pas, mais pour dire clairement que quelque chose s'est produit, nous l'avons remarqué, nous ne sommes pas sûrs de ce que cela signifie. Et nous travaillons à le comprendre. Cette honnêteté renforce la confiance. Les silences renforcent les théories du complot. Le rejet n'est pas une résolution. Dire que ce n'est probablement rien et passer à autre chose pourrait être correct 99 fois sur 100, mais cette 100 fois est là où vivent les découvertes. La dérive des continents a été rejetée. L'héliocentrisme a été rejeté. La mécanique quantique a été rejetée par Einstein lui-même. Être sceptique est essentiel. Mais être si sceptique que vous refusez d'enquêter sur des observations inconfortables, c'est ainsi que vous manquez des révolutions dans la compréhension. Écouter compte plus que croire. Vous n'avez pas accepté que 3 atlas aient déclenché une réponse électromagnétique pour prendre l'observation au sérieux. Vous n'avez pas à croire aux précurseurs de tremblements de terre pour étudier systématiquement les anomalies électromagnétiques. Vous n'avez pas à vous engager dans une explication particulière pour reconnaître que l'environnement électromagnétique de la Terre est complexe, dynamique et capable de nous surprendre. Écouter signifie prêter attention. Croire signifie s'engager dans une explication. Ce ne sont pas la même chose. La transparence sert tout le monde. Si les anomalies de Schumann s'avèrent être des artefacts sans signification, le public mérite de savoir cela et de comprendre pourquoi. Si elles s'avèrent être des indicateurs de processus physiques réels, le public mérite également de le savoir. Ce que le public ne mérite pas, c'est le silence, le rejet ou la condescendance de la part d'experts qui sont mal à l'aise de discuter d'observations qui ne correspondent pas à leur modèle. La science fonctionne mieux lorsqu'elle s'engage ouvertement avec des anomalies au lieu de les cacher. Cette anomalie est une invitation. Elle nous invite à regarder plus attentivement comment la Terre répond aux événements cosmiques. Elle nous invite à construire de meilleurs modèles de couplage électromagnétique entre l'ionosphère, la magnétosphère et la croûte. Elle nous invite à déployer de meilleurs capteurs, à rassembler plus de données, à appliquer des outils d'IA aux observations archivées et à voir si des motifs émergent que nous avons manqués. Et elle nous invite à être humbles sur ce que nous pensons savoir, parce que l'univers a l'habitude d'être plus étrange que ce que nos modèles prédisent. Aucune conclusion n'existe encore. Et c'est bien, la science ne consiste pas à avoir toutes les réponses immédiatement. Il s'agit de poser les bonnes questions, de rassembler des données pertinentes, de tester des hypothèses et d'affiner la compréhension au fil du temps. Voici ce qui reste avec moi après avoir examiné ces données, après avoir suivi les corrélations, après avoir contemplé les mécanismes possibles. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le sensationnalisme, c'est l'émerveillement qu'un visiteur interstellaire puisse traverser notre système et laisser une empreinte dans les données électromagnétiques de notre planète.
l'émerveillement que la Terre puisse répondre à des perturbations cosmiques de manière que nous commençons à peine à comprendre. L'émerveillement que nous vivions à une époque où nous avons les outils pour détecter ces interactions, même si nous n'avons pas encore les modèles pour les expliquer pleinement, et c'est peut être la leçon la plus importante ici. Nous sommes debout à la frontière entre ce que nous savons et ce qui se cache dans l'univers. Nous sommes des témoins d'une réalité qui refuse obstinément de se conformer à nos attentes. Nous construisons des instruments qui détectent des signaux que nous ne comprenons pas. Nous rassemblons des données qui remettent en question nos modèles. Nous observons des corrélations qui suggèrent des mécanismes que nous n'avons pas encore découverts. C'est inconfortable, c'est incertain. C'est précisément là où la science devrait être, pas dans la certitude confortable de modèles établis, mais dans l'inconfort productif de frontières non cartographiées, pas dans le rejet des anomalies, mais dans leur étude, pas dans le silence, mais dans la transparence. L'univers a parlé, peut être que la Terre a répondu. Et nous, debout ici avec nos capteurs et nos spectrogrammes et notre compréhension incomplète, avons le privilège et la responsabilité d'écouter les deux. Parce qu'au bout du compte, ce qui s'est passé à 2h40 du matin ce jour-là n'était peut-être qu'un artefact, peut être que c'était du bruit, peut être que c'était une coïncidence qui ne se reproduira jamais, mais peut être que c'était autre chose, peut être que c'était un aperçu d'un système de couplage que nous ne connaissions pas, peut être que c'était un indice pointant vers une physique plus profonde que nous n'avons pas encore dévoilée. Et si nous ne posons jamais la question, si nous rejetons l'observation avant de l'enquêter, si nous restons silencieux par peur de paraître non scientifiques, alors nous ne le saurons jamais, nous manquerons peu. Être le fil qui, lorsqu'il sera tiré, défaiera notre compréhension de la façon dont les planètes interagissent avec le cosmos. Alors voici ce que je vous propose. Ne croyez pas, ne rejetez pas. Écoutez, prêtez attention. Exigez de la transparence. Soutenez la recherche qui étudie les anomalies au lieu de les ignorer. Et lorsque quelque chose d'étrange apparaît dans les données, lorsque des motifs émergent que personne n'a prédit, lorsque l'univers fait quelque chose qui ne correspond pas à nos modèles, ayez le courage de dire « Nous ne savons pas, mais cela vaut la peine de découvrir parce que c'est ainsi que la science progresse, pas par certitude, mais par curiosité. Pas par rejet, mais par enquête, pas par silence, mais par engagement honnête avec le mystère. La Terre a pu être créée. Nous avons pu être entendus et maintenant, nous devons décider si nous écouterons vraiment